Bien. Donc jusqu'à présent, on a vu tous les éléments toutes les briques d'une chaîne de communication. La brique codage de source, codage de canal, le canal, les systèmes d'émission, de réception. On a vu comment partager le canal. Et là, on va assembler toutes ces briques dans l'étude d'un global d'un système. Et donc j'ai pris un exemple, ce sont les systèmes de communication mobile, le GSM et l'UMTS. Alors on va d'abord voir comment partager le canal dans un réseau cellulaire. Avec d'abord l'exemple du GSM. Donc dans le GSM, comme je vous l'ai dit, il y a deux bandes de fréquences qui sont allouées. Une première bande entre 890 et 915 MHz pour l'uplink, c'est-à-dire les liaisons montantes des mobiles vers les stations de base, et une liaison et une bande donc entre 935 et 960 pour le downlink, c'est-à-dire les liaisons descendantes des stations de base vers les mobiles. Et sur chacune de ces deux bandes de fréquences, vous avez 125 canaux fréquentiels. Donc voilà la bande allouée pour le GSM. Alors, donc évidemment, ça, les 125 canaux fréquentiels, c'est le total des canaux disponibles. Mais si vous avez plusieurs opérateurs sur un territoire, les différents opérateurs doivent se partager ces 125 canaux. Alors le réseau est organisé en cellules, et dans chaque cellule, donc vous avez chaque mobile, donc les MS et Mobile Station, communiquent avec une Based Transceiver Station qui est la station de base, c'est-à-dire le relais GSM. Donc c'est par ces relais GSM qu'on accède au réseau mobile. Alors le principe du réseau cellulaire, je vous l'avais dit, c'est de réutiliser les mêmes canaux fréquentiels en plusieurs points de l'espace. Et en particulier, donc ici vous avez un réseau de taille. Alors on va définir ce qu'on appelle un motif de réutilisation des canaux. Donc ici vous avez un motif de taille 4. C'est-à-dire que on va avoir 4 types de bases. Les bases de type 1 vont utiliser les canaux C1, C5, C9, etc. Les bases de type 2, les canaux C2, C6, etc. Les bases 3, un autre groupe de canaux. Et les bases 4, un quatrième groupe de canaux. Et donc sur chaque cellule, on aura accès à un quart des canaux fréquentiels affectés à l'opérateur. Alors évidemment, la taille minimale du motif de réutilisation, c'est 4. Puisqu'il faut que dans deux cellules adjacentes, vous ayez forcément deux canaux, entre deux cellules adjacentes, vous ayez forcément des canaux différents utilisés. Ça, c'est le théorème des 4 couleurs. Quand vous coloriez une carte de géographie, le nombre minimal de couleurs pour que deux pays adjacents aient des couleurs différentes, c'est 4. D'accord ? Donc là, c'est pareil pour le choix la taille des motifs de réutilisation. Vous avez au minimum un motif de taille 4. En pratique, c'est plutôt autour de 6, 7, 8. Donc de manière générale, donc pour un motif de taille Q, donc chaque cellule peut utiliser un QIM de la bande passante. Un QIM des canaux. Et on peut montrer que la distance minimale de réutilisation, c'est-à-dire la distance qu'on a ici entre deux bases qui utilisent les mêmes canaux fréquentiels, on peut montrer que Dmin
est égal à R racine de 3Q, avec R qui est le rayon d'une cellule. D'accord ? Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, plus les cellules sont grandes, plus la distance minimale de réutilisation des canaux est importante. Alors maintenant, on va voir comment est fait le multiplexage. Donc ça, c'est le multiplexage spatial, c'est-à-dire un multiplexage dans l'espace qui consiste à réutiliser les mêmes canaux fréquentiels en plusieurs points. Maintenant, on va voir comment est fait le multiplexage à l'intérieur d'une cellule. Alors à l'intérieur d'une cellule, vous avez un multiplexage à la fois en temps et en fréquence. C'est-à-dire que la bande, donc si on a attribué n canaux fréquentiels à l'opérateur, sur une cellule, vous avez n sur q canaux fréquentiels disponibles. D'accord ? On a un qième des ressources. Donc ça représente cette bande passante ici. Donc on a n sur q canaux fréquentiels. Et sur chaque canal fréquentiel, on va faire un multiplexage temporel. C'est-à-dire que sur un canal fréquentiel, les utilisateurs vont émettre à tour de rôle. Donc là, j'ai un utilisateur qui va émettre pendant ce time slot là, sur ce canal, puis pendant un time slot sur le même canal, un autre time slot, et ainsi de suite. Donc un multiplexage à la fois en temps et en fréquence. Alors sur certains réseaux, en particulier sur les réseaux français, on utilise ce qu'on appelle du frequency hopping. Donc ça c'est le frequency hopping, c'est-à-dire le saut de fréquence. Là, on a toujours le même multiplexage en temps et en fréquence, mais la différence, c'est que on passe d'un canal fréquentiel à l'autre. On a toujours le même time slot qui est attribué, toujours aux mêmes intervalles, aux mêmes instants, mais on change de canal fréquentiel alternativement au cours du temps. L'intérêt de ça, c'est que certains parasites dans les ondes électromagnétiques sont localisés en fréquence. Donc le fait de changer régulièrement de bande de fréquence, ça permet de se prémunir de ces parasites. Donc vous voyez ici, un canal attribué à un utilisateur, c'est défini par un couple canal fréquentiel plus intervalle temporel. Alors maintenant, on va voir comment maximiser le nombre de canaux par cellule. Comment maximiser le nombre de canaux par cellule. Alors, on va appeler BP la bande passante attribuée à un opérateur. Donc BP, c'est la bande passante de l'opérateur. Et on va appeler B, en majuscule cursive, la largeur d'un canal fréquentiel. Ok ? Alors, le nombre de canaux disponibles. On a dit que c'était n sur q pour une cellule. Et donc donc ça, quand n c'est le nombre
Attendez. Voilà. Donc grand N. Donc grand N c'est égal à la bande passante attribuée à l'opérateur divisé par la largeur d'un canal fréquentiel. Okay. Le nombre total de canaux disponibles pour l'opérateur, c'est la bande passante qui a été attribuée à cet opérateur divisé par la largeur de bande d'un canal. Donc le nombre de canaux pour une cellule, c'est BP sur B sur Q, c'est-à-dire BP sur QB. Alors, la bande passante attribuée à l'opérateur. Celle-là, ça c'est donné. On ne peut pas le changer. Ça c'est fixe. Et par contre, ce sur quoi l'opérateur va pouvoir jouer, c'est ça. C'est QB. Donc ça, c'est à maximiser. Enfin, à minimiser plutôt. D'accord ? Si on veut maximiser le nombre de canaux, il faut minimiser le produit QB. Q, Q c'est la taille du motif de réutilisation, et B c'est la largeur d'un canal fréquentiel. Alors, on va voir comment minimiser ça. Donc, si on veut minimiser B par exemple, si on veut minimiser la largeur du canal fréquentiel, pour un débit donné, à taux d'erreur donné, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le nombre de bits par symbole. D'accord ? Donc à débit donné, il faut augmenter le nombre d'états de la modulation. Donc M, c'est le nombre d'états. D'accord ? Puisqu'on a vu que la bande passante occupée par une modulation ne dépend que de la durée symbole. Donc on a tout intérêt à utiliser des modulations avec un grand nombre de symboles, comme ça on a toujours la même durée symbole, mais on a beaucoup plus de bits par symbole. Alors, le problème c'est que si on augmente le nombre d'états de la modulation, on a vu que pour rester à taux d'erreur constant, il va falloir augmenter la puissance. Donc, il faut augmenter la puissance pour rester à taux d'erreur constant. Si on augmente la puissance, on est sur un réseau cellulaire dans lequel on réutilise les mêmes canaux en plusieurs endroits de l'espace. Donc si on augmente la puissance, on va augmenter les interférences. Alors, pour augmenter les interférences, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter la distance. Pour ne pas augmenter les interférences, il va falloir augmenter des min, c'est-à-dire distance de réutilisation d'un canal fréquentiel. Comment augmenter des min ? On a dit que des min, c'est R racine de 3Q. Oui, R racine de 3Q. Alors, sur quoi on peut jouer ? On peut jouer sur R, la taille de la cellule, ou sur Q. Le problème, c'est que R, il
peut pas augmenter, parce que si vous augmentez la taille de la cellule, vous augmentez le nombre d'utilisateurs dans la cellule. D'accord? Si plus la cellule est grande, plus vous avez de chances d'avoir d'utilisateurs. Donc ça sert à rien d'augmenter. Notre but, c'est de maximiser le nombre de canaux par cellule. Donc ça sert à rien d'augmenter le nombre de canaux si parallèlement on augmente le nombre d'utilisateurs. Donc R doit rester fixe pour ne pas augmenter le nombre d'utilisateurs. Par conséquent, notre seule solution, c'est d'augmenter Q. Et là, on se trouve face à une contradiction. On a dit qu'on voulait minimiser QB. Or, vous voyez bien, minimiser B, ça signifie, ça implique qu'on va augmenter Q. Alors, donc en fait, il y a un compromis à trouver qui est résumé dans ce tableau-là. Donc on a pris comme référence la MDP2, modulation de phase à 2 états. Donc on va raisonner à bande relative B et à taille relative du motif. C'est-à-dire on dit que la référence à MDP2, donc tous les B et les Q vont être ramenés au B et au Q de la MDP2. Quand on passe à la MDP4, la bande occupée relative pour un même débit, elle est divisée par 2. Quand vous passez à la MDP8, vous avez 3 bits par symbole, donc la bande relative pour un débit donné est divisée par 3. Puis elle est divisée par 4 pour la MAQ16. Puis au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de symboles, le nombre de bits par symbole, vous êtes obligé d'augmenter la taille relative du motif, comme on l'a démontré. Et donc en fait on trouve la bonne solution en calculant le 1 sur QB relatif, et on trouve que le 1 sur QB est maximal pour la MDP4. Donc ça veut dire que le nombre de canaux, on a dit que c'était égal à BP sur QB, il est maximal pour la MDP 4. Alors, une fois qu'on a fixé B, donc on choisit la MDP4 pour le GSM, on se fixe le B, la bande passante, enfin le B est fixé, oui, la bande passante attribuée, la largeur, non, le B comme ça, B en majuscule cursive, donc c'est la largeur d'un canal fréquentiel. Donc une fois que vous avez fixé la largeur d'un canal fréquentiel, elle est fixée par la norme. Donc une fois que le B est fixé, il faut donc minimiser le Q, et il faut trouver le plus petit Q qui donne un taux d'interférence acceptable. Donc minimiser Q sous contrainte d'acceptabilité des interférences. Puisque donc Q c'est la taille du motif de réutilisation, donc plus le Q est petit, plus les cellules qui vont utiliser les mêmes canaux fréquentiels seront proches. Donc il va falloir minimiser Q, mais en faisant attention à ce que le taux d'interférence entre les cellules reste acceptable. Et
Et ça dépend du taux d'erreur acceptable. Et donc on trouve que ça dépend après ça dépend beaucoup de la géographie des cellules. Ça dépend si on est en milieu urbain, en milieu rural, en zone avec du relief, en zone plate. Donc ça nous donne des Q de 7 à 9 environ. D'accord ? Donc si on prend la MDP4 et des Q, une valeur de Q de 7 à 9, eh bien, on maximise le nombre de canaux par cellule. On garde avec une qualité de réception donnée, bien sûr. D'accord ? Alors, maintenant, on regarde comment ça se passe pour l'UMTS. Alors en UMTS, on a attribué à l'UMTS deux bandes. Une bande uplink donc de 5 MHz pour les liaisons montantes autour de 1900 Hz. Pardon, non, on a attribué, on a attribué toute la bande 1900-2200 MHz. Et une licence UMTS, ça correspond à deux bandes de 5 MHz, une bande uplink et une bande downlink. Donc chaque opérateur qui a une licence se voit attribuer deux bandes comme ça de 5 MHz, une pour les liaisons montantes, une pour les liaisons descendantes. Et sur chaque bande, on va faire un multiplexage par code. C'est-à-dire que tous les utilisateurs vont occuper toute la bande pendant toute la durée de leur communication. Alors pour ça, on va utiliser deux codes. On va avoir donc on va faire un multiplexage par code. Donc vous considérez que vous avez le signal NRZ de l'utilisateur. Ce signal va être multiplié, comme on l'avait vu dans le multiplexage par code, par un premier code qui s'appelle le code de channellisation. Et on va multiplier par un deuxième code qui s'appelle le code de scrambling. SCRANBLING. Et en sortie, donc on a un signal à spectre étalé comme on l'avait vu, puisque quand on multiplie par un code, on augmente le débit apparent. Et donc si on augmente le débit apparent, on étale le spectre du signal. Donc un signal à spectre étalé. Et donc le signal, une fois qu'il a été multiplié par les deux codes, le code de channellisation et le code de scrambling, il occupe donc 5 MHz. Quel que soit le débit initial. Alors on va voir à quoi servent et comment on fabrique ces différents codes. Donc d'abord le code de channellisation. Donc les codes de channellisation, ils servent à différencier les utilisateurs d'une même cellule. Et c'est ce qu'on appelle des codes OVSF. D'accord ? Les codes OVSF
qui signifie orthogonal vector spread factor. Alors, voilà, orthogonal variable spreading factor. Alors les codes VSF, ils peuvent se représenter sous la forme d'un arbre, comme celui-là. Et sur cet arbre, chaque code est orthogonal à tous les autres, sauf ses descendants directs et sauf ses descendants et ses ascendants. C'est-à-dire qu'un code est orthogonal à ses frères, ses cousins, ses oncles, mais il n'est pas orthogonal à son père, ses grands-pères, ses fils, ses petits-fils. Donc par exemple, ce code-là est orthogonal avec tout cela, mais pas avec celui-là. D'accord ? Ni avec cela. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des codes orthogonaux ? C'est pas orthogonaux avec les fils de 1, 1, moins 1, moins 1. Vous passez descendant direct. Ah pardon, il est... Excusez-moi, oui. Donc il est bien orthogonal à cela. Donc par contre, il n'est pas orthogonal ni à cela, ni à cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire deux codes orthogonaux ? Pour deux codes qui ont la même longueur, ça veut dire deux codes dont le produit scalaire est nul. Vous savez ce que c'est le produit scalaire de vecteurs ? Bien. Alors, si vous faites le produit scalaire de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 par celui-là, par exemple, vous obtenez 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire le produit scalaire d'un code par un code plus petit ? En fait, quand on fait le produit scalaire de ce code par celui-là, on double celui qui a pour longueur 2. D'accord ? Donc si vous faites le produit scalaire de 1, 1, 1, 1 par 1, moins 1, 1, moins 1, vous obtenez 0. Okay ? Donc on a une famille de codes dans laquelle on peut choisir assez facilement un ensemble de codes mutuellement orthogonaux. Donc ici, donc quel que soit n, vous avez, pour toute valeur de n, vous avez 2 puissance n codes de longueur 2 puissance n. D'accord ? C'est-à-dire que pour n égale 2, vous avez 4 codes de longueur 4. Oui ? Le premier 1 et le 1 moins 1, c'est pas censé être orthogonaux. Le premier 1 et le 1 moins 1. Eh bien, ils sont orthogonaux, oui. Mais en règle générale, enfin, ce dont on est sûr, c'est qu'un code est orthogonaux aux oncles, aux cousins, aux frères, mais pas forcément au père ni au fils. Je n'ai pas vérifié partout dans l'arbre. Alors, donc, on va multiplier. Donc, on a un certain nombre de codes avec chacun une certaine longueur qu'on appelle le SF, Spreading Factor. L'objectif, c'est de faire un code qui, enfin, un des objectifs, c'est d'étaler le spectre du signal. Plus le code va être de longueur importante, plus on va augmenter le débit apparent du signal NRZ. Donc plus le spectre va être étalé. Et l'objectif, c'est que tous les signaux, quel que soit leur débit initial, aient au final le même étalement, enfin la même largeur de spectre. Donc pour des signaux qui au départ ont un débit faible, donc qui occupe une faible bande passante, on va utiliser des grands spreading factors, donc des grands codes. Et pour les signaux qui ont déjà un débit important, donc qui ont déjà un spectre étalé, on va utiliser des petits spreading factors.
Et donc vous avez sur la figure suivante, pour chaque spreading factor, le débit initial, débit brut d'un link utilisé, et le type d'application. Donc par exemple, quand vous avez des données à 2 mégas, vous avez un petit spreading factor de 4. Par contre, quand vous avez de la voix, donc la voix au format GSM, c'est typiquement 12 kilobits par seconde, là on va utiliser un grand spreading factor. Donc plus le débit initial est faible, plus le spreading factor va être important, et au bout du compte, tous les signaux auront le même étalement spectral après multiplication par le code au VSF. Et évidemment, donc on a dit que le code, si je reviens en arrière, le code de channalisation sert à différencier les utilisateurs d'une cellule. D'accord ? Tout le monde utilise toute la bande attribuée à l'opérateur et émet tout le temps. Et donc on va utiliser ces codes pour différencier tous les utilisateurs d'une même cellule. Et il faut évidemment que tous les codes qu'on va attribuer à l'intérieur d'une cellule soient orthogonaux entre eux. Donc il faut bien faire attention dans l'allocation des codes aux différents utilisateurs à ce que tous les codes soient bien positionnés dans l'arbre, et donc ça implique de faire une allocation dynamique puisque tout le monde n'arrive pas en même temps dans la cellule, de manière à conserver une orthogonalité mutuelle. Alors, deuxième type de code, ce sont deuxième code, les codes de scrambling. Donc les codes de scrambling, ça va servir à différencier des utilisateurs de 2 cellules différentes. Enfin de 2 cellules proches, principalement. Alors pour ces codes, on va utiliser des codes de Gold. Des séquences de Gold. Alors les séquences de Gold, vous vous souvenez, ce sont des séquences qui ne sont pas tout à fait orthogonales. D'accord ? Quand on fait le produit scalaire de 2 séquences de Gold, on obtient quelque chose beaucoup plus faible que le produit scalaire d'une séquence de Gold par elle-même, mais qui n'est pas nul. Si vous faites le produit scalaire d'une séquence de Gold de longueur n par elle-même, vous obtenez grand N. Si vous faites le produit scalaire de 2 séquences de Gold, vous obtenez quelque chose de l'ordre de racine de grand N. Donc, avec les séquences de Gold, vous allez avoir un petit peu d'interférence entre utilisateurs, comme on avait vu la dernière fois. Mais là, c'est pas trop gênant, parce que ça va être entre des utilisateurs de cellules différentes. Donc les utilisateurs qui vont interférer avec mon correspondant, ce seront des utilisateurs qui seront un peu plus éloignés, et donc leur signal va être atténué. Et donc l'interférence sera assez faible. Donc vous aurez d'une part un terme d'interférence qui sera faible parce que le produit scalaire vaudra racine de grand N au lieu de grand N, et d'autre part ce sera atténué par la distance. Alors vous avez pas mal de codes qui sont utilisables. Donc en uplink, vous avez 2 puissance 24 codes possibles. Et donc avec 2 puissance 24 codes possibles, on peut en attribuer un par mobile. En downlink, c'est-à-dire de la station de base vers le téléphone, vous avez 8192 codes. 8192 qui sont répartis en 512 groupes de 16.
Mobile station, c'est-à-dire le mobile. Donc en downlink de la station vers le mobile, vous avez 8192 codes possibles qui sont répartis en 512 groupes de 16. Et dans une cellule, on va utiliser un groupe. D'accord ? Donc, un groupe par cellule. Un groupe donc vous avez une famille de 16 codes dans une cellule. Et vous avez 512 familles possibles. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser un motif, enfin vous allez pouvoir avoir un motif de réutilisation de taille 512. Donc avec un motif de taille 512, vous allez pouvoir faire des cellules très petites. D'accord ? Puisque la démin, on a dit que démin, la distance minimale de réutilisabilité d'un canal, c'est R racine de 3Q. Donc si Q est très grand, R pourra être très petit. Donc le fait d'avoir des petites cellules fait que vous avez peu d'utilisateurs dans une cellule. Donc si vous avez peu d'utilisateurs, eh bien, vous pourrez attribuer des débits très importants, enfin beaucoup plus importants qu'avec le GSM, à chaque utilisateur. Ok ? Alors, deuxième chose, donc le multiplexage principal, c'est un multiplexage par code. Et vous avez aussi un peu de multiplexage temporel. Donc, en UMTS, on utilise des trames ATM. Et les trames, elles font... Donc, vous avez des trames ATM de 10 millisecondes. Et chaque trame, une trame ATM, ça fait 53 octets. En général, c'est 5 octets d'entête et 48 octets de données. Donc 53 octets, dont 48 utiles. Donc ça vous fait un débit de 38,4 kilobits par seconde. Un débit utile. Or, la parole, c'est entre 12 et 13 kilobits par seconde. Donc ça veut dire que vous avez un débit de base qui est supérieur à ce dont on a besoin pour transmettre de la parole. Donc on peut multiplexer 3 signaux de parole dans une trame ATM. D'accord ? Donc le multiplexage principal de l'UMTS, c'est le multiplexage par code. Et puis, vous avez, pour la parole, un multiplexage temporel à l'intérieur des trames ATM. Dans chaque trame va véhiculer 3 signaux de parole.
Donc voilà pour le multiplexage en GSM et en UMTS. Alors maintenant on va voir des aspects un peu plus réseau des communications mobiles avec l'architecture du réseau mobile. Alors d'abord l'architecture du réseau GSM. Donc à la base, vous avez ce qu'on appelle les MS, Mobile Station, les téléphones quoi. Et tous les téléphones d'une cellule sont en liaison radio avec une BTS, Base Transceiver Station, c'est une station de base. Plusieurs BTS sont reliés à un BSC. Et donc le rôle des BSC, ça va être de gérer le trafic des BTS et de servir de passerelle entre les BTS et les MSC. Les MSC, ce sont les commutateurs, c'est-à-dire les nœuds de commutation du réseau mobile. Ils servent à la fois à la commutation à l'intérieur du réseau mobile et ils servent aussi à l'interconnexion avec le RTC, c'est-à-dire le réseau téléphonique classique. Donc si on fait le parallèle avec un réseau du type informatique, vous avez les BTS qui sont les points d'accès. Pour les prises réseau. Les BSC, ils jouent le rôle de passerelle, donc c'est des hubs. Et les MSC qui jouent le rôle de routeur. Alors par rapport à un réseau filaire informatique, la différence c'est que les BSC font un peu plus que jouer le rôle de hub. Ils ne se contentent pas de faire les passerelles, ils gèrent aussi le trafic radio. Donc c'est des hubs améliorés. Okay. Pour MSC. Les MSC, ce sont les routeurs. Donc c'est les nœuds de commutation qui vont acheminer les communications en fonction de l'émetteur et du destinataire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans le réseau GSM, vous avez deux types de réseaux. Vous avez les réseaux circuits, les réseaux à commutation circuit, les réseaux à commutation paquet. Si vous avez fait des réseaux, vous connaissez la différence. Dans un réseau à commutation circuit, on attribue à chaque utilisateur un canal pendant toute la durée de sa communication, un canal avec un débit donné, avec une qualité de service garantie. Et dans un réseau à commutation de paquets, il n'y a pas de canal garanti pour chaque utilisateur. Chacun émet des paquets avec comme une lettre qu'on poste à la poste, le destinataire et l'émetteur dessus. On envoie le paquet dans le réseau et le paquet arrive quand il peut au destinataire. Donc c'est un réseau à qualité de service non garantie. C'est ce qu'on appelle un multiplexage statistique. Alors dans le GSM, là c'est une commutation uniquement circuit. C'est-à-dire qu'à chaque utilisateur, on va attribuer un canal qui est défini par un time slot et un canal fréquentiel. Et ce canal lui est attribué pour toute la durée de sa communication avec un débit garanti. Alors maintenant, pour le MTS. Alors vous avez, le réseau est divisé en deux parties. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le réseau d'accès, l'UTRAN, qui est à peu près le même que celui du GSM. C'est-à-dire que vos stations de base communiquent avec ce qu'on appelle des nodes B,
qui sont l'équivalent des BTS, alors qui font un peu plus que les... Oui, elles font aussi des mesures de qualité. Enfin, les Note B elles font le codage, l'étalement de spectre, la modulation, l'émission. Donc ce sont essentiellement des fonctions radio. Donc c'est à peu près comme les BTS. Les BTS sont reliés à des RNC, qui sont l'équivalent donc des BSC. Donc le rôle des RNC, c'est toujours de jouer le rôle de passerelle plus de gérer les ressources radio. Et puis dans la couche de dessus, donc la couche cœur de réseau, là c'est divisé en deux parties. Vous avez là, d'une part un domaine circuit et d'autre part un domaine paquet. Parce qu'en fait, donc le GSM ça a été conçu essentiellement pour la voix au départ, alors que le UMTS a été conçu à la fois pour la voix et les données. Et donc il y a une partie du réseau qui fonctionne en mode circuit. Donc là c'est pour la voix et la visiophonie. C'est-à-dire toutes les applications pour lesquelles on a un besoin temps réel très fort, un besoin d'interactivité, et donc pour lesquelles on a besoin d'avoir un canal garanti. Et puis, pour les données, on n'a pas besoin d'avoir forcément un débit fixe. Ce qu'on a besoin, c'est que les données, pouvoir transmettre le maximum de données et qu'elles arrivent le plus vite possible. Donc là, le mode de documentation le plus adapté, c'est le mode paquet. Donc ça, le domaine paquet, c'est pour les données. Donc vous avez deux cœurs de réseau en fait. Un cœur de réseau domaine, avec une communication circuit qui est à peu près le même que celui du GSM, donc avec des MSC qui jouent le rôle de commutateur, une liaison au RTC, et puis de l'autre côté, un équivalent du MSC pour les données, et qui lui est relié non pas au RTC, non pas au réseau téléphonique, mais aux autres réseaux paquets du type Renater. Et chaque RNC, vous voyez, est relié d'une part à un nœud du réseau paquet et à un nœud du réseau circuit. Okay, donc vous avez une couche basse et la couche radio qui ne change pas par rapport au GSM. Hein, les fonctions de codage de canal, codage de source, modulation restent les mêmes. Ce qui différencie l'UMTS du GSM, c'est le cœur de réseau, où vous avez cette dualité circuit-paquet. Alors, un des rôles des BSC, c'est de gérer ce qu'on appelle le handover. Alors, vous avez plusieurs types de handover. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le handover de secours. Ça, c'est assez classique quand vous êtes en train ou en voiture. Vous quittez une cellule, vous passez dans une cellule voisine. Pendant un certain temps, vous allez rester en communication avec la base d'origine. Et puis, au bout d'un moment, le signal ne sera plus assez fort, donc vous allez basculer sur la station de base de la cellule suivante. Ça, c'est un handover de secours, de manière à maintenir le niveau de réception. Deuxième type, ce qu'on appelle le handover de confinement. Donc oui, ça arrive quand le même canal fréquentiel, à la fréquence F0, est utilisé dans deux cellules proches. J'ai fait une petite erreur sur le schéma, puisque normalement deux cellules adjacentes ne peuvent pas utiliser le même canal fréquentiel. Mais donc, imaginez le cas où deux cellules proches utilisent le même canal fréquentiel avec deux mobiles différents. Et dans ce cas-là, pour limiter le niveau d'interférence sur le réseau, eh bien, on va faire passer
ce mobile sur la station de base d'une cellule voisine, de manière à éviter les interférences avec le mobile d'en haut qui utilise la même fréquence F0. Il y a une perte de débit qui fait ça. Donc il y a une perte de puissance. Donc on va augmenter la puissance d'émission de la station, celle du mobile, de manière à garder toujours le même taux d'erreur. Donc il faut bien voir que là j'ai dessiné des cellules en forme d'hexagone, et les cellules n'ont pas de frontières. Une cellule, c'est juste une zone d'influence d'une station de base, mais il y a un recouvrement entre les zones d'influence, bien sûr. Et troisième type de handover, le handover de trafic. Donc ça, c'est quand vous êtes dans une cellule congestionnée. Si la cellule voisine est moins congestionnée, eh bien, on vous fait passer sur la station de base de la cellule voisine. Donc ça oblige à augmenter le niveau d'émission, mais ça permet de libérer de la place. Enfin, c'est différent des autres. En fait, le soft handover, ça consiste pour un téléphone portable à utiliser plusieurs stations de base en même temps, à utiliser les stations de base de différentes cellules. C'est-à-dire que celui-là, il va utiliser non seulement la station de base de sa cellule, celle-là, mais aussi celle des cellules voisines. Alors, comment on fait ça? En fait, le RNC tient à jour une liste des cellules candidates, des stations de base candidates au soft handover pour un mobile donné. C'est-à-dire, ce sont toutes les cellules pour lesquelles il y aurait un niveau d'émission et de réception suffisant pour assurer la communication. Et dès que pour une station de base donnée, ce niveau dépasse un certain seuil, alors la cellule entre en soft handover avec le mobile. Et donc un mobile, comme ça, peut communiquer en utilisant plusieurs stations de base simultanément. Alors vous allez me dire, ça consomme des ressources radio. C'est-à-dire qu'on consomme 3 canaux au lieu d'un seul. Sauf que, comme on utilise plusieurs canaux, eh bien, la puissance nécessaire sur chaque canal est plus faible. Et globalement, eh bien, le soft handover permet d'augmenter la capacité des réseaux UMTS. Parce que ça consomme moins de ressources d'utiliser plusieurs canaux avec un faible niveau de puissance qu'un seul canal à pleine puissance. C'est un peu la stratégie de ne pas mettre ses œufs dans tout le panier. Non, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si vous utilisez un seul canal, il va y avoir des moments où vous aurez des distorsions sur ce canal. Donc vous serez obligé d'augmenter la puissance au max. Et ça, c'est pas bon pour les interférences, c'est pas bon pour le taux d'erreur. Alors que si vous utilisez plusieurs canaux simultanément, eh bien quand vous avez des distorsions sur un des canaux, vous allez augmenter la puissance sur les autres. Donc ça permet d'équilibrer les choses. Donc globalement, le soft handover permet donc de consommer moins de puissance et d'augmenter la capacité du réseau. Alors maintenant, on va voir les contraintes du canal radio mobile.
la première contrainte, ce sont les réflexions. Vous vous souvenez, quand on utilise le canal radio, on va émettre dans différentes directions, et donc le signal qui va parvenir à votre correspondant, il va passer par plusieurs chemins réfléchis, pour chacun avec des retards différents selon les chemins. Donc les réflexions, ça va provoquer des trajets multiples. Et on avait vu dans le chapitre sur le canal de communication que ces trajets multiples vont provoquer de l'interférence entre symboles. Et à quelles conditions on limite cette interférence entre symboles? Sauf si la durée symbole est très grande par rapport au retard max. Si la durée symbole est très grande par rapport au retard max entre les chemins réfléchis et le chemin direct, eh bien l'interférence entre symboles est négligeable. Donc ça, c'est une contrainte qu'on a sur tous les réseaux qui utilisent le canal radio. On a une deuxième contrainte qui, elle, est spécifique à la mobilité. C'est l'effet Doppler. Donc vous imaginez une station de base avec une antenne et un mobile M qui se déplace à une vitesse V. Donc vous êtes à une certaine distance de l'antenne et vous avez un angle phi ici. Psi. Alors, vous transmettez un symbole qu'on va noter S de t à cosinus de pi f0t h de t. Donc, un symbole de MDA classique. Donc une porteuse à la fréquence F0 modulée en amplitude. H de t, c'est la fonction porte. Avec A qui vaut plus ou moins 1. D'accord ? Donc vous modulez avec plus ou moins 1 une porteuse. Donc une modulation d'amplitude à 2 états. Et donc ce qu'on va recevoir, ce sera R de t est égal à A cosinus de pi F0 plus Fd t fois H de t. Et c'est ça l'effet Doppler. C'est le fait que si on émet sur une porteuse F0, eh bien le signal qu'on va recevoir aura une fréquence légèrement différente. Et cet effet Doppler, il est lié à la vitesse du mobile. Donc Fd, ça vaut F0 fois V sur C cosinus de psi. Donc là-dedans, F0 c'est la fréquence de la porteuse, V c'est la vitesse mobile, C c'est la vitesse de la lumière, et psi c'est l'angle que j'ai indiqué ici. Donc plus vous allez vite, plus
la fréquence reçue sera différente de la fréquence émise, et plus l'angle psi est petit, plus l'effet Doppler sera important aussi. Puis plus la fréquence de la porteuse est importante, plus l'effet Doppler est important. Donc l'effet Doppler, c'est quelque chose que vous pouvez constater dans le domaine acoustique. Quand vous avez un camion de pompiers qui passe devant vous, la fréquence du son que vous entendez varie au moment, quand le camion passe devant vous. Alors, cet effet Doppler, ça va se traduire par des erreurs dans la démodulation. Donc, quand on va démoduler, on va faire R de t multiplié par cosinus de pi f0t. Donc R de t, c'est A cosinus de pi f0 plus f dt et donc ça, ce sera multiplié par cosinus de pi f0t. Cos A fois cos B, ça fait un demi de cosinus A plus B. Pi f0t plus 2pi fdt plus un demi de cosinus cos A fois cos B, ça fait cos 1 demi de cos A plus B plus 1 demi de cos A moins B. Le 2pi f0t plus 2pi f0t, ça fait 4pi f0t. Et ensuite, quand je fais cosinus A moins B, le 2pi f0t va s'éliminer. Donc il ne me restera plus que 1 demi de A cosinus 2pi fdt. Alors, ça va être éliminé par le filtre passe-bas. Et il va me rester ça. Or, quand on fait la démodulation, normalement, ce qu'on obtient, c'est pas ça. Ce qu'on obtient, c'est A tout court. S'il n'y a pas d'effet Doppler, FD égale 0. Donc on aurait un demi de A. C'est le cas classique. Donc on aurait moins un demi si on a émis 0 ou un demi si on a émis 1. Et là on se retrouve avec quelque chose qui vaut plus ou moins un demi fois un cosinus, donc qui varie dans le temps. Ça veut dire que au lieu de démoduler donc ça c'est le signal NRZ qui module la porteuse, c'est ce qu'on a émis et c'est ce qu'on aurait dû recevoir après démodulation. Donc, or, en réception, après démodulation, au lieu d'avoir
plus 1,5, c'est-à-dire une constante positive, on a cette constante positive multipliée par un cosinus. Au lieu d'avoir moins 1,5, on a cette constante négative multipliée par un cosinus. Et donc ce qu'on a après démodulation, si l'effet Doppler est important, est évidemment très différent de ce à quoi on s'attendait. Donc ça c'est dans l'hypothèse. Ça c'est dans les hypothèses assez difficiles. C'est l'hypothèse où l'inverse de la fréquence Doppler est proche de la durée symbole. C'est-à-dire que pendant la durée d'un symbole, vous avez une période de fréquence Doppler. Alors comment éviter ça? Comment faire en sorte que pendant la durée d'un symbole, le cosinus varie très peu? Comment faire en sorte que, au lieu d'avoir un cosinus qui varie autant, j'ai par exemple quelque chose juste comme ça, que ce soit presque constant? C'est-à-dire qu'il faut augmenter la période Doppler, c'est-à-dire diminuer la fréquence Doppler, mais ça on ne peut pas. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la fréquence Doppler soit faire en sorte que la période Doppler soit beaucoup plus importante que la durée symbole. Donc il faut que la période Doppler soit très importante par rapport à la durée symbole. Et dans ce cas-là, pendant la durée d'un symbole, l'effet Doppler sera à peu près constant. Alors, si je fais la synthèse de ça. On a la contrainte, les réflexions, qui vont produire de l'interférence entre symboles. Et l'interférence entre symboles implique de prendre un temps symbole important par rapport au retard max. Donc ça impose de prendre un temps symbole grand. Et d'autre part, on a l'effet Doppler. L'effet Doppler impose de prendre un temps symbole très petit par rapport à la période Doppler. Donc ça impose de prendre un t petit. Donc, il y a deux contraintes contradictoires. Le phénomène de réflexion qui nous incite à prendre des symboles longs et l'effet Doppler qui nous incite à prendre des symboles courts de manière à ce que l'effet Doppler soit constant pendant la durée d'un symbole. Et donc il y a une contradiction et on verra la semaine prochaine comment cette contradiction est résolue par le GSM et par l'UMTS, chacun des deux résolvant d'une manière différente ce problème. Voilà.